France Info. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Hydrologue, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. Ce qui s'est passé en Italie, 6 morts au moins dans l'effondrement du glacier de la Marmolada à cause d'une canicule. C'est un événement qui est imprévisible et qui est amplifié par le changement climatique ? Alors, imprévisible, je pense qu'on a de plus en plus de moyens pour nous permettre de mesurer ce type de risque et de voir son évolution. Par contre, effectivement, savoir exactement où il va se produire, comment il va se produire, ça c'est plus compliqué. Par contre, on a un ensemble de paramètres qui semblent quand même particulièrement aggravants. Premièrement, la veille, on va atteindre une température exceptionnelle, donc on voit qu'on va atteindre plus de 10 degrés en haut du glacier. Donc nécessairement, on a ce phénomène-là. Ensuite, le fait que ce glacier de la Marmolada soit un des plus grands glaciers des Dolomites qui est touché par une sécheresse depuis plusieurs mois. De manière historique, on a même eu en mars 2022 des départs de feu massifs dans toute la zone des Dolomites. Donc on voit qu'il y a une zone qui subit des sécheresses historiques, des températures anormales. Donc nécessairement, l'ensemble du glacier a des risques de se déstructurer. Donc il aurait mieux valu finalement fermer, comme c'est le cas par exemple à Tignes, en France, depuis quelques jours. Le glacier est fermé au public avec un mois d'avance parce que la fonte s'accentue. Ça c'est le bon réflexe parce qu'il y a danger ? Mais effectivement, le manteau neigeux étant de plus en plus instable, il y a un danger qui s'accentue. On a quand même un historique en France puisque on avait eu la catastrophe de Saint-Gervais en 1892, le 12 juillet, donc de manière assez similaire. On avait une déstructuration et puis ensuite des torrents de boue, de glace, de roches un peu similaires à ce qui s'est passé. On a encore d'ailleurs ce risque sur Saint-Gervais puisqu'il y a encore actuellement 2 poches d'eau qui sont sous le glacier, prêts potentiellement à exploser. Donc c'est un risque que l'on connaît, par contre qui est effectivement exacerbé et accentué par ces températures totalement anormales. C'est quasiment le risque du Vésuve version glace. Alors, c'est pas un risque volcanique non plus, mais effectivement, c'est un risque derrière avec toutes les activités touristiques qui vont se trouver autour, les activités sportives. On voit bien qu'on a des cordées qui ont été emportées, qui se retrouvent dans ce contexte, dans une situation de plus en plus à risque et qu'il va falloir effectivement intégrer et sans doute protéger ces zones fragiles. Vous parlez du tourisme, effectivement, c'est tout un secteur qui est en train de vivre de plein fouet le changement climatique. Écoutez, par exemple, ce reportage d'Alain Gastal qui s'est rendu dans les gorges du Verdon où le rafting est interdit, faute d'eau. Emma Aziza, on se retrouve juste après. Comme chaque année, Alexandre vient de Marseille en ce début d'été juste pour le plaisir de nager dans le lac de Castillon. Pour moi, c'est le plus beau plan, le plus beau spot de nage du coin, absolument. Sauf que cette année, les Olympides du lac se transforment en un étang vaseux de quelques centimètres de profondeur à peine. Pas question d'y mettre les pieds. Il y a de la glaise, il y a de la boue. Non, c'est pas possible. Et c'est même dangereux. Il n'y a vraiment pas assez d'eau. Et c'est pareil pour Inès, qui gère une base nautique, planche à voile, pédalo et jeux gonflables. Parce que c'est que de la vase et il n'y a vraiment aucun moyen tant qu'il n'y a pas d'eau. Là, c'est complètement fermé jusqu'à la fin de l'été. Tous en effet disent comme Louis, le postier, amateur de parapente et amoureux du Haut-Verdon. Moi, ça fait 35 ans que je viens là. C'est la première fois que je le vois aussi bas. On voit les anciennes structures, les anciennes routes qu'il y avait au fond du lac. Si l'on peut encore nager ou faire du bateau de l'autre côté du lac, le Verdon qui en sort, lui, est impossible à descendre, en rafting ou en kayak. Le débit est insuffisant et cette année, il ne sera pas dopé par des lâchers d'eau d'EDF. Décision tout à fait normale pour Jean-Philippe Ringard, le patron de l'une des entreprises qui propose des descentes en rafting. La priorité va être d'assurer déjà les ressources en eau potable pendant tout l'été 2022. On a aussi une priorité agricole et il va falloir continuer à arroser les champs qui sont en bas. Et on a aussi une priorité qui est la lutte contre les incendies. On doit garder nos réserves d'eau. Le rafting, on verra pour l'année prochaine en 2023. Et les amateurs de sensations fortes pourront se rattraper en faisant peut-être comme Cyril du canyoning. Ah oui, c'est des petites émotions, des sauts. Alors chacun choisit la hauteur de ses sauts. C'est super, le canyoning, moi je connaissais pas du tout, mais je découvre et j'ai adoré. Si les touristes, on en attend 1 million cet été, vont trouver leur bonheur, le lac, lui, n'a pas fini de souffrir, car le maire de Saint-André-des-Alpes, Serge Prato, craint qu'EDF soit contraint cet été de relancer sa production hydroélectrique et donc de vider un peu plus le lac. C'est un barrage qui vient en production en secours. Ça peut vouloir dire qu'il y en a des soucis d'énergie qui vont être obligés de turbiner, donc du coup, on n'aura peut-être pas la garantie d'avoir un niveau constant, au moins
moins l'été. Sans oublier l'évaporation naturelle qui va la sécher encore un peu plus car nous ne sommes qu'au début de l'été. Un reportage Alain Gastal pour France Info. Emma Aziza, hydrologue, grand témoin de France Info ce matin. On l'entendait dans ce reportage, ça va bien au-delà du tourisme, puisqu'on entend que EDF doit aussi gérer ces lacs artificiels, ces barrages. L'eau est devenue une ressource qu'il faut partager en France. À partir du moment où vous avez moins d'eau, vous allez devoir faire un choix dans les utilisateurs de l'eau. Et donc localement, on a cette activité touristique, on a effectivement la production hydroélectrique qu'il va falloir peut-être relancer parce que si on a de nouvelles vagues de chaleur, comme ça semble poindre du doigt avec les modèles d'ici 15 jours, on pourrait revivre une nouvelle canicule, eh bien ça signifie qu'il va falloir activer tous nos systèmes de climatisation. Donc on a besoin de beaucoup d'électricité et donc il va falloir choisir. Et puis on a un autre acteur qui est aussi très important dans le secteur, c'est le secteur agricole, puisqu'il y a une véritable agriculture dans toute cette zone de Préalpes, que ce soit autour du lac de Serponçon, dans la vallée de la Durance ou sur la vallée du Verdon. Donc on voit qu'il commence à y avoir de véritables tensions entre tous les acteurs, ça commence à se sentir dans les réunions, chacun va prêcher pour sa paroisse, et donc à un moment donné, on se confronte à quelque chose qu'on ne connaissait pas en France. C'est-à-dire que ce conflit de l'eau, il existait ailleurs, on l'étudie en sciences humaines, on essaye de comprendre justement comment allier tous les besoins et les attentes de chacun, mais là, il y a quelque chose de nouveau, et je pense que c'est quelque chose qui doit nous marquer, parce que derrière, on a aussi la question de l'adduction en eau potable. On voit que dans tout le secteur un petit peu plus loin, dans le pays de Fayence, on a déjà un petit village de Seillan qui est déjà alimenté depuis plusieurs mois par des camions-citernes, 6 à 7 passages de camions-citernes par jour. Tout le secteur pourrait être touché. Donc on voit qu'on a une forme finalement très... chacun va avoir son risque et donc il y a des zones qui risquent d'être particulièrement touchées par un manque d'eau potable et donc qui reste le scénario catastrophe. Et puis dans d'autres, eh bien, vous avez des nappes qui peuvent permettre de tenir 30 ans face à une sécheresse. Donc finalement, on n'est quand même pas tous, on n'a pas tous la même probabilité d'avoir ces risques, mais on voit que ces tensions sont en train de monter. Et puis avec l'accélération des températures en France, très tôt dans l'année, avec cette sécheresse historique, puisqu'on a eu les 4 premiers mois avec quasiment pas une goutte d'eau sur la France, et on le voit d'ailleurs sur les Alpes aussi, un manteau neigeux qui est au plus bas, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui est très nouveau en France. Ça veut dire que la France est en train de ressembler à des pays comme le Maroc ou la Tunisie? Ce sont les mêmes enjeux? On y tend sans doute d'ici 3 à 5 ans. Regardons ce qui se passe actuellement en Italie. On voit que la plaine du Pô est dans un état qui est complètement à sec, avec derrière toute l'activité agricole autour. On a atteint près de 40 degrés à Rome. On a un système sous tension, des départs de feu un peu partout. C'est effectivement quelque chose qui semble remonter plus vite que ce que l'on imagine. Et puis en fait, on a toujours tendance à penser que le changement climatique va venir de très en bas, si vous voulez, du Maroc et va remonter. Et donc, on aura les températures de Séville à Bordeaux. Si on regarde au niveau annuel, c'est sans doute ce qui se passe dans les températures moyennes. Par contre, dans la réalité, les vagues de chaleur, elles arrivent massivement très haut. Regardons ce qui se passe sur la Scandinavie. On peut avoir les Hauts-de-France qui vivront régulièrement des sécheresses et des canicules historiques. Donc, il y a tout un système derrière d'acteurs qui gèrent la question de l'eau, qui est à repenser parce qu'il y a une fragilité colossale. Emma Aziza, merci beaucoup. Merci. Hydrologue, grand témoin de France Info ce matin.